Bienvenue sur Le Crossman, le podcast français 100% MX. Ici, on parle après-course, tests, interviews, conseils, motolife, récap et bien plus encore. Venez écouter ce qu'il se passe devant et derrière la grille de départ. Case. Et salut à toutes et à tous, bienvenue sur le Crossman, le podcast français 100% MX. Toujours un plaisir de vous retrouver, c'est le deuxième épisode de la semaine, après l'épisode Race Day qu'on a fait avec mon père sur l'endurance des volcans à Saint-Thibéry, où on a pu vous retracer notre voyage et cette épreuve. On avait bien rigolé, là cette fois-ci on rattaque dans le dur, c'est le retour des épisodes après-course. On s'attaque à l'épisode sur le recap du SX de Houston, la quatrième épreuve du SX US dans le Energy Stadium de Houston au Texas. Une belle épreuve encore, c'est toujours intéressant de regarder ces SX. Voilà. Peut-être qu'on aura l'occasion de faire des après-courses sur le MXGP comme je l'ai déjà dit, mais pour l'instant c'est l'hiver, c'est le SX. On est heureux. Je rappelle que ce podcast est sponsorisé par la marque de gants Blasphème. Blasphème, la marque française créée par des crossmen pour des crossmen qui proposent des gants de motocross premium dont la particularité est de pouvoir personnaliser ces gants sur vos phalanges. Haute qualité de finition, confort, performance et durabilité. Voilà ce que propose Blasphème dans des gants haut de gamme où la personnalisation est le maître mot. Pour en savoir plus, allez sur le site blasphème.co et sur les réseaux sociaux à Blasphème Racing. Le podcast est toujours sponsorisé par le site d'équipements et d'accessoires Omoto qui propose des équipements, des pièces de MX, enduro et route, un large choix de produits au meilleur prix toute l'année. Vous équiper, améliorer, entretenir et restaurer votre moto n'a jamais été aussi simple. Pour en savoir plus, allez sur le site omoto.com et sur les réseaux sociaux à o-moto. Allez, on va attaquer. On aura un invité par la suite pour analyser et décortiquer ces finales 2,5 et 4,5. Cet invité sera Germain Vincenot, on l'a déjà eu une fois sur le podcast, le pilote SGR Gros Racing de Supermoto, double champion de France S2 en Supermotard, sera parmi nous pour décortiquer les finales. Et avant de passer à ces fameuses finales, je vais commencer tout seul pour retranscrire tout ce qui s'est passé avant ces finales. Et il s'est passé beaucoup de choses sur ce SX de Houston. C'était notamment le début de la côte Est, avec des pilotes comme Hunter Lawrence, comme Max Sensti, Jordan Smith, Nate Thrasher, Michael Mosiman et j'en passe. Et surtout beaucoup de rookies, comme Tom Vial, le double champion MX2, qui a fait ses débuts en Supercross. Donc on a eu l'occasion de voir ses premiers tours de roue pendant les chronos, les hits. On verra après ce qu'il a fait en finale avec notre invité Germain. Et puis les jeunes rookies, vraiment eux, les très jeunes, âgés de 17 ans, Chen Saimas et Hayden Digan aussi, qui ont pu commencer leur carrière professionnelle à Houston. Donc très intéressant de voir où ce championnat va mener. Cette épreuve de Houston avait lieu dans le stade Energy Stadium, donc c'est vraiment un stade de foot américain. Il y a vraiment, je trouve, une grosse différence de taille entre ces stades de football américain et ces stades de baseball, comme Anaheim par exemple. Là, les gars du Dirtworks Crew ont pu vraiment s'exprimer comme ils le voulaient, parce que le stade est tellement grand qu'au final ils peuvent faire plein d'enchaînements, une ligne de départ longue, des séries de whoops, vraiment en veux-tu en voilà. Donc c'est toujours mieux de voir ces courses de supercross dans ces grands stades, où on peut accueillir vraiment beaucoup de monde, grosse ambiance, et où les terrains sont généralement super bien. Donc de la bonne terre, comme on a pu le voir, la terre avec un gros grip, mais un départ quand même piégeux avec un virage à gauche très serré. Le virage était pas dans le sens de la longueur du stade, mais dans le sens de la largeur. Donc il était du coup
plutôt court. C'était un départ piégeux avec virage à gauche et puis juste après un pont over-under, là où on passe par-dessus d'un côté et puis après plus tard sur le terrain, on passe dessous. Départ piégeux, des enchaînements longs, dont un quad, surtout que les 450 prenaient, les 250 n'arrivaient pas à le prendre. Il y avait un quad après, à la suite d'un enchaînement. Si vous ne le preniez pas, franchement, vous perdez quand même pas mal de temps, je dirais à peu près une demi-seconde. Donc voilà, il fallait caler les enchaînements, être précis, et voilà, c'est toute la spécificité du Supercross. C'est ça qu'on aime, des whoops aussi longs, hauts et techniques. Voilà pour retracer ce terrain du SX de Houston. Au niveau des chronos, 250, à la surprise générale, on a Max Ensti qui décroche la pole sur sa Firepower Honda. Voilà, le vétéran de la catégorie qui a roulé également en MXGP, qui était plus habitué aux 450, a fait la pole. Deuxième position de Thrasher, troisième Jordan Smith aussi, le vétéran, et quatrième place de Hunter Lawrence sur sa Honda du HRC. Voilà, donc les chronos étaient très très serrés. On ne savait pas ce que ça allait donner pour la soirée. Voilà, on avait un peu une idée des hommes forts, mais vraiment la course était vraiment ouverte. Et après, pour ce qui est de la catégorie 450, grosse vitesse au chrono de Chase Sexton, vraiment qui a dominé ses qualifications avec 1 seconde 1 d'avance sur Dylan Ferrandis, qui a également très bien roulé. Et après, tout le reste du paquet suit avec Ferrandis 2, donc comme je l'ai dit, Tomac 3, Anderson 4, et donc 5e, Cianciarulo pour clôturer ce top 5. On va maintenant passer avec l'analyse des hits pour faire court, parce qu'après on aura plein de choses à dire avec mon invité Germain Vincenot sur les finales. En 250, Hunter Lawrence facile dans la hit 1, qui déroule toute sa technique, tout son potentiel pour aller remporter cette hit 1. Et dans la hit 2, on a Jordan Smith qui a gagné devant Ensti et Vial qui a fait des débuts très prometteurs pour arriver à la 3e place de cette hit. Et à la 4e place, le jeune Hayden Deegan, le jeune de chez Star Racing, la star des réseaux sociaux. 4e place en 8, ça annonçait du lourd, mais comme on sait chez les jeunes, c'est la régularité des fois qui manque. Donc, et pour finir, la LCQ, toujours intéressant de voir ces LCQ, les pilotes donnent tout pour se qualifier en finale. En 250, on notera que AJ Catanzaro, le YouTuber, termine à la 2e place pour accéder enfin à un main event. Très intéressant de le voir s'exprimer sur sa Honda. Et en 450, Kyle Chisholm sur sa Suzuki Twisted Tea, le teammate de Roxen, devait tout donner pour accéder en finale et prouver que lui aussi a droit de rouler sur une belle machine. Il tente une attaque suicide sur Freddy Noren. Les deux tombent. Donc, Kyle Chisholm pouvait repartir et franchir la ligne d'arrivée, mais vu qu'il n'avait pas de démarreur, je ne sais pas si vous avez vu, mais c'était un peu frustrant de le voir kicker. Il n'arrivait pas à faire partir sa machine. Alex Ray derrière, qui avait la victoire, enfin la 4e place, la dernière place qualificative pour cette finale donnée, qui tape l'épaule dans Freddy Noren, qui tombe aussi, et au final... la place a été donnée, la 4e place a été donnée, disons, comme un cadeau à John Short pour accéder à cette finale 450. C'est LCQ, c'est toujours hyper intéressant à voir et on sait jamais ce qui va se passer. C'est pas non plus mieux qu'un main event parce que voilà, c'est très court, mais moi je rate ça sous aucun prétexte. Allez, maintenant, on va pouvoir passer à l'analyse complète de ces finales avec mon invité Germain Vincenot. Avant de l'appeler au téléphone,
et de finir ce podcast là-dessus, j'aimerais rappeler que ce podcast est sponsorisé par la marque de gants Blasphème et par le site d'accessoires et d'équipements aux motos. On les remercie grandement. Allez, on va procéder à un tour de magie et on va appeler notre collègue Germain Vincenot. À tout de suite. Et grâce à notre procédé magique, on est en direct avec Germain Vincenot, le pilote SGR Gros Racing de Supermoto qui va s'entraîner actuellement. On le dérange un peu sur la route pour finir d'analyser cette épreuve du SX de Houston. Comment ça va, Germain ? Yes, ça va, super. Et toi, mon Tom ? Bah écoute, ouais, en effet, je suis sur la route. Tu m'as appelé hier soir pour qu'on parle un petit peu de cette finale de Houston, aussi bien 250 que 450. Donc, avec plaisir, hein, c'est toujours un plaisir d'en parler ensemble et puis de le partager sur ton podcast. Et voilà, ouais, en effet, je suis sur la route. Là, je vais aller rouler au sud de Lyon et il fait plutôt frais. on peut dire ça, ouais, dans les montagnes aussi. C'est sûr que là, ce matin, dehors, ça caillasse sévère. Écoute, Ouais. toujours un plaisir de t'avoir sur ce podcast. Voilà, on avait déjà fait un épisode avec toi sur la transition du MX au Supermoto. Là, on est là pour analyser les finales 250 et 450 de Houston. Il y a pas mal de trucs à dire. On peut d'ores et déjà attaquer par la finale 250. La finale 250, c'était le lancement de la côte Est, donc avec des pilotes comme Hunter Lawrence, le frère de Jet. Il y avait Max Ensti, où tu as eu l'occasion peut-être de rouler aussi un peu avec lui quand tu étais jeune. Ouais, exactement, c'est ce que j'allais te dire. Max Ensti, c'est quelqu'un de ma génération et j'ai eu l'occasion de rouler avec lui dès mon plus jeune âge, quand on était en 85. Je me souviens de lui sur les premiers SX, notamment à Goes en Hollande, où il était déjà super rapide sur Sakawa. Ça a été, ouais. Puis après, je l'ai fréquenté sur l'Europe en 125. Et ouais, ça a toujours été un bon pilote qui est dans le coup, mais il m'a impressionné ce week-end. Hein. Ouais. Non, franchement, on aura l'occasion d'en reparler. Ce week-end, il a super bien roulé sur sa Honda du team à Yariv, là, le team australien. Il a vraiment super bien roulé. Il y avait Jordan Smith, il y avait Jeremy Martin, et surtout, il y avait quand même une belle flopée de rookies avec déjà Tom Vial, hein, le double champion MX2 qui faisait ses débuts en SXUS. Il y avait Chen Saimas, le jeune de chez Honda. Il y avait Hayden Deegan, voilà, la star des réseaux sociaux de chez Yamaha Star Racing. Donc pas mal de choses à dire. Sur cette finale, on a eu un super départ de Tom Vial. Je ne sais pas si tu as vu. Moi, personnellement, je m'y attendais clairement, vu qu'en MXGP, il faisait tous les hot shots. Ouais, c'est vrai que vu comme ça, on aurait pu s'y attendre, mais c'était quand même surprenant que sur sa première finale, il ait, entre guillemets, voilà, le cœur d'y aller d'entrée de jeu, de montrer les bras devant qu'il était là et donner un rythme de course assez impressionnant. C'est vrai qu'il était tout de suite devant, il a bataillé, il a même montré qu'il était là, et je trouvais ça vraiment remarquable, même si du coup il n'a pas été au bout des choses en faisant une erreur à mi-course où il chute, hein, du coup, mais il a vraiment montré qu'il faisait partie des meilleurs et qu'il fallait l'attendre à la prochaine. C'est ça, donc il était vraiment à 2 doigts du all shot. Il a freiné un peu tard, voilà, il s'est fait piquer le all shot. Il fait quand même, voilà, il repasse premier au bout du deuxième virage. Et je sais pas si tu as vu dans la première ligne droite, enfin là où il y avait le premier triple, il a fait un gros scrub. Hunter Lawrence, il a dévié pour pas se faire taper la roue. Il a fini en dehors de la piste et belle récupération d'Hunter. Il chute pas et voilà, il perd juste une place. C'était vraiment beau, mais voilà, comme tu dis, Vial, il a vraiment bien donné sur cette première épreuve. Il a montré qu'il s'était adapté rapidement au Supercross. Pour moi, voilà, sans cette chute, peut-être qu'il aurait pu faire un podium au final, parce qu'il chute quand même assez tard dans la manche. Il a dit après dans une interview qu'il a loupé le frein arrière, voilà, donc ça l'a fait glisser. Il a dû freiner trop fort, trop vite. Il a glissé dans un virage, voilà, c'est tout le monde. Il y avait pas mal de monde qui tombait dans la partie sable, qui était très technique, avec du sable très profond. Lui, il est tombé dans un virage normal. Donc voilà, un peu dommage. Et on s'y attendait. Enfin, moi personnellement, je m'y attendais avec les vidéos des entraînements de Tom Vial et tout. Là où il perdait du temps sur tous les tours, c'était les whoops.
Ouais, clairement, il va falloir. Il a manqué. J'ai vu qu'il s'était fait dépasser quelques fois dans les hoops et c'est sûr qu'il manque un petit peu de rythme dans les hoops. Après, c'est vraiment pas un problème, mais c'est une chose sur laquelle je pense qu'il a la lucidité, qu'il sait qu'il va devoir travailler parce qu'en fait, les hoops en Europe sont pas pareils qu'aux États-Unis, même si c'est quelqu'un qui a la réputation d'être rigoureux et de travailler. Donc, arrivé là-bas, je suis sûr qu'il a été encadré de façon à y travailler, mais ça n'empêche qu'il faut vraiment manger des kilomètres pour pouvoir s'adapter à ce rythme et choper de la vitesse d'entrée de jeu. Donc voilà, entrer avec l'énergie nécessaire pour pouvoir vraiment rester sur le haut des bosses et avoir une certaine vitesse. Il va falloir qu'il bosse là-dessus, je pense qu'il en est conscient. Mais sur le reste, il a vraiment rien à rougir et d'entrée de jeu, il est dans le coup. C'est une belle histoire aussi pour parler bleu-blanc-rouge. Faut pas oublier que son père, quand même, il y a 30 ans en arrière à peu près, il était dans la même position que lui et il aurait pu marquer l'histoire Vial avec l'édition qu'il a fait. Et je pense que c'est une chose qui ne se fait attendre que pour quelques semaines maintenant, si jamais ça enchaîne comme ça. C'est vrai, t'as totalement raison. Sur le reste du circuit, il avait vraiment une très grosse vitesse. Il se faisait un peu déposer dans les hoops et après il arrivait tout le temps à remonter sur le reste du circuit. Donc en fait, s'il bouffe des hoops à la Baker's Factory, il fait que des allers-retours dans des séries de hoops, il fait ça toute la journée. Au final, c'est là où il faut progresser le plus. Et si jamais il aura la vitesse dans les hoops, on sait que dans les hoops, c'est comme tu dis, pour rester au-dessus, il faut arriver avec de la vitesse. Voilà, il faut les poser sur la table, il faut y aller. C'est vraiment une histoire de confiance. Ouais, clairement. Et quand on se lance et quand on arrive à rester au-dessus, qu'on chope cette confiance, et je pense qu'après, il peut aller loin, notre petit Tom Vial, là. Vraiment de bonnes choses à venir pour lui. Il finit 7e de cette épreuve. Première place, Hunter Lawrence. Est-ce que ça t'a choqué de le voir aussi dominateur? Oh non, choqué, non, il a été dominateur, c'est sûr, et il a été très solide là sur sa Honda qui semble parfaitement adapté à lui. Et non, mais c'est pas choqué, mais ça a été c'est respect. Il a fait une très belle finale, solide. Il s'est pas laissé déconcentrer par les attaques fougueuses des débuts de course de Tom Vial. Après, il a fait son petit bonhomme de chemin et c'est arrivé jusqu'au bout comme ça. Non, très beau boulot. C'est ça. Propre. Hunter Lawrence, régulier, validé. Est-ce que tu penses qu'ils vont faire le sweep, les frères Lawrence, côte est, côte ouest au niveau des championnats? Difficile à dire. Ça, c'est des choses que des fois on aimerait, qu'on s'imagine, machin, mais en fait, je crois qu'en interne, on ne sait jamais vraiment les prises de décision et les facteurs qui peuvent arriver au cours des courses qui vont s'enchaîner. Moi, je dis affaire à suivre. Écoute, on verra bien. C'est pour ça que le championnat, il y a quand même un peu de piquant. Ça reste du sport mécanique. Tout peut arriver. Ouais. Ça peut être assez intéressant. Max Ensti, par contre, là, quand même, grosse révélation, qui termine 2e. Il a vraiment bien roulé. Il avait une vitesse dans les whoops stratosphérique. Ah ouais, impressionnant. D'ailleurs, c'est là que je l'ai vu quand il passe Tom Vial. Là, il lui passe sur la droite. Il lui met 2 motos, c'était assez impressionnant. Je suis surpris que il a beaucoup travaillé, je pense, et le 2,5 lui va très bien. Ouais, et surtout que Star Racing, ils avaient lancé une réclamation comme quoi il aurait eu un 280 et pas un 2,5. J'étais pas au courant. Ouais, polémique. Là, je pense que c'est ce qui s'avère être complètement faux. Donc la réclamation n'a pas abouti de Star Racing, mais dès qu'il y en a un qui fait une belle performance et qu'on s'y attendait pas, ça fait un peu parler dans le paddock. Mais en tout cas, grosse performance de Max Ensti, le Britannique, sur sa Firepower Honda. Très belle performance. 3e place pour compléter ce podium de la catégorie 2,5, on avait Jordan Smith. Lui qui commence à être un peu un ancien, parce que c'est vrai qu'il aurait pu gagner le championnat en 2017 à Las Vegas avant de se mettre une grosse cabane par l'avant. Je sais plus si tu te souviens de cette finale de folie où d'ailleurs Osborne avait fini par tomber au départ et remonter, doubler Savaggi pour gagner le championnat. Donc Jordan Smith, un peu un ancien et qui malheureusement est habitué aussi des chutes. Ça n'a pas loupé, là il est tombé dans la partie sable. Il est remonté et grâce à la chute de Tom Vial, il termine à la 3e position. Qu'est-ce que tu en penses de Jordan Smith? Est-ce que pour toi, il peut arriver à enfin gagner un championnat, un de ces 4?
ou là c'est vraiment le coup de la dernière chance cette année chez Star? Je vais être franc avec toi, c'est pas un pilote que je connais bien, auquel je me suis beaucoup intéressé. Ce que je sais, c'est que ça reste un pilote d'expérience et qu'il faut toujours se méfier des pilotes d'expérience, de par mon expérience personnelle aussi, avec qui j'ai pu me frotter. Donc des pilotes comme ça, je crois qu'il faut rester sur ses gardes parce qu'ils peuvent sortir à tout moment. Voilà, la bonne carte qui va bien au bon moment. Donc ouais, affaire à suivre sur ce pilote-là. C'est ça. Écoute, on verra pour les prochaines courses. Ça va être hyper intéressant. Et après, j'ai envie d'enchaîner vraiment sur les rookies. Les rookies, vraiment les jeunes de chez jeunes. Chen Saimas qui a bien roulé sur sa Honda du HRC qui termine 8e. Donc ça, c'était la première course chez les pros. Pour ces jeunes-là, il y avait Talon Hawkins aussi sur la Husky, 2,5. Et puis après aussi la révélation quand même, moi je m'attendais pas à autant de régularité de sa part, c'est quand même Hayden Deegan qui termine à la 4e place en doublant à la régulière Jeremy Martin en faisant un super départ sur sa Yamaha Star. Ouais, je m'attendais pas à autant de régularité. Qu'est-ce que t'en penses de ce jeune? Et il est impressionnant. Moi, je l'ai vu dès les essais. Bon, déjà, l'engouement qu'il y a autour de lui, c'est dû à son style, aux vidéos qu'il a fait, etc. Mais c'est quand même, faut pas oublier, un pilote qui est super rapide, qui est bien encadré. Il vient d'une famille avec un nom, du coup, forcément, le chemin, il se dessine un peu mieux pour ce genre de personnes, mais c'est vraiment remarquable la vitesse qu'il a. Hein. Je pense qu'on a pu voir dès les chronos qu'il était dans le coup et cette agressivité, cette vitesse qu'il a dans les virages. J'ai vu une vidéo, je sais pas si tu l'as vu passer. Ouais, je l'ai vu, j'allais t'en parler. Dans un virage, c'est un truc de malade, c'est incroyable. Donc, ouais, il est impressionnant. Je crois que c'est le futur du Supercross, c'est le futur un petit peu du pilotage. Il a quelque chose, c'est indéniable. Donc, ouais, écoute, on verra, il a 17 ans. Est-ce qu'il sera meilleur que Jet Lawrence? Est-ce que voilà, ça sera autant un pilote générationnel que Jet Lawrence? On verra, ça, il n'y a que l'avenir qui peut nous le dire. Va falloir être régulier, va falloir qu'il se blesse pas trop. Et surtout, comme il le disait d'ailleurs dans les commentaires, les commentateurs américains, là, cette première saison, je pense que le mieux, c'est de ne pas s'emballer et c'est de faire tous les tours. Tous les tours des finales, de prendre ça comme voilà, il faut acquérir de l'expérience. Il ne faut pas s'emballer et chuter à la deuxième épreuve et se pulvériser comme un con. Il faut vraiment faire tous les tours, en garder un tout petit peu sous le pied, pourquoi pas, mais voilà, acquérir de l'expérience, doubler des pilotes, faire des départs. Je pense que pour lui, ça va être ça le plus important de cette saison. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on va lui dire. Malheureusement, tu sais, quand tu as 17 ans, que tu es dans un stadium, que tu es sur tes premiers Supercross, que tu as envie de montrer, c'est pas toujours ce qui se passe dans ta tête. Et c'est là la différence entre ce genre de pilote et les pilotes d'expérience qu'on parlait juste avant. Tu vois, par exemple, comme un mec comme Smith. Et là, il faudrait trouver l'équilibre entre les deux et c'est un peu le combo parfait. Ouais, c'est vrai, je suis plutôt d'accord. Et je l'ai vu, la vidéo du fameux virage, là. Après le gros triple, les 3 petits whoops, là, le virage à gauche. Au début, moi, je croyais que c'était un montage et qu'ils avaient un peu accéléré la vidéo, tu sais, pour tricher. Pour montrer sa vitesse. Je croyais que c'était vraiment de la triche. Et après, j'ai regardé, j'ai fait... Non, en fait, c'est la vidéo, ils ont mis le play en vitesse réelle et c'est impressionnant. Non, mais il couche la moto, le guidon, il est à 2 cm de la terre. C'est impressionnant. C'est un virage de MotoGP, on a l'impression qu'il loupe les freins et que du coup, plutôt que de tomber, il se dit bon, bah écoute, je fous du gaz et puis je mets de l'angle. C'est ça, ouais. Et après, il y avait même un virage à droite où que Sexton prenait en 4,5. Pareil, le guidon et le coude à ras du sol. Non, là, vraiment, la terre de Houston faisait qu'on pouvait mettre vraiment du gros angle. C'était vraiment impressionnant. Après, pour finir sur cette finale 250, à la 5e place, on a Jeremy Martin, l'ancien. Hein. On verra ce qu'il fait. Il va falloir qu'il soit régulier. Est-ce qu'il peut jouer le championnat? À mon avis, quand même, non. Il a déjà failli. Mais... Il a déjà failli, mais là, il commence à avoir un peu de bouteille. Il manque un petit peu de vitesse. On ne va pas dire qu'il est mauvais, loin de là. Il manque un tout petit peu de vitesse pour accrocher vraiment la victoire à toutes les épreuves. 6e, on a eu Michael Mosiman, habitué des chutes aussi. Malheureusement, ça me fait
Ça me fait un peu chier de le dire, mais il est souvent par terre. 6e place, voilà, ça commence quand même doucettement pour Michael Mosiman. Ouais. Et puis voilà, Cullen Park aussi, le jeune à la 9e position, Vial 7e, on l'a dit au début. Et Chris Blows, alors là, en parlant d'anciens de chez anciens, Zombie Blows, Chris Blows, qui est recruté par Pro Circuit sur la Kawa après le forfait malheureusement de Joe Shimoda, qui fait un top 10. Je pense que c'est pas mal hein, pour Chris Blows. C'est respectable, Ouais, top c'est 10. complètement respectable. Il me semble qu'il a 33, 34 ou 35 ans. Voilà, il revient. Il fait le boulot pour Pro Circuit, top 10. À mon avis, c'est ce que Mitch Payton attendait de lui. C'est plutôt pas mal. Donc voilà pour conclure cette catégorie 250, Germain. On va pouvoir passer sur la catégorie 4,5. Yes. Alors, les 4,5. Les 4,5, les gros bras, la catégorie reine, voilà. Donc eux, c'était pas la première épreuve. Hein, c'était bien la 4e épreuve. Ouais. Alors là, la course a été assez surprenante quand même parce qu'on pourrait dire que la course a été divisée en deux. Une première partie de course jusqu'au red flag à cause de Dylan Ferrandis voilà, qui est tombé et qui était inconscient à la sortie des whoops. Et après le red flag et le départ en ligne. Donc au début, Sexton, il part à peu près à la 5e position. Il les remonte un à un, tu vois. Il les remonte un à un. Et il passe à la 2e position. Et là, je pensais vraiment qu'il allait choper Tomac. En hit, il a complètement défoncé Eli Tomac. Donc là, je pensais qu'il allait faire pareil. Et donc, il y a eu cette fameuse chute de Dylan Ferrandis dans les whoops. Est-ce que tu as vu les vidéos après ? Ouais, bien sûr. J'ai bien observé. Il y a eu plusieurs angles de vidéos. Et Dylan, il nous a fait peur. Il s'en est mis vraiment une bonne. Hein. Franchement, il s'en est mis une bonne. Il était complètement inconscient. D'ailleurs, je n'ai pas souvenir avoir regardé une finale et s'être tapé un drapeau rouge. Il faut vraiment y aller pour mettre un drapeau rouge en AMA Supercross. Ils ont dû aussi, le service médical, avoir peur. Je vais être franc. On a vu les images de Stéphane Legrand, le Big USA, et de sa compagne vraiment paniquer, et faire des signes, et essayer de comprendre. Donc après, il a quand même fait signe, ça va, enfin pouce. Donc il a été embarqué. Donc avant de mettre un drapeau rouge, faut y aller. Ils ont dû flipper le service médical. Et du coup, avoir vu une course comme ça en 2 fois en AMA Supercross, j'ai pas souvenir. Puis ça a été impressionnant la façon de le relancer, du coup, avec les places, avec une ligne blanche tracée au sol, et vas-y, on relance la course avec le temps restant. C'était dingue. Et puis dans la tête d'un pilote, de se remettre en condition, de repartir, c'est un exercice qui est particulier. C'est pas souvent qu'on voit ça. Donc ouais, ça a donné de l'attrait à cette finale de Houston un peu en 450, un peu particulière. Ouais. C'est ça. Donc en fait, il y a plusieurs règles pour relancer le restart de la course en cas de red flag. Si jamais la course a moins de 3 tours, enfin moins de 3 tours ont été effectués, c'est un restart complet, donc derrière la grille de départ. Si les pilotes ont fait plus de 3 tours, c'est un staggered start, ce qu'ils appellent, donc c'est le départ à la queue leu-leu sur la ligne blanche. Et si jamais il y a un red flag dans les 3 derniers tours de la course, la manche est terminée et ils prennent le classement à ce moment-là. Donc, un tour avant la fin. Voilà, il me semble. Donc 3 tours au départ, on recommence. Après les 3 tours, on fait le départ à la queue leu-leu et on maintient le temps de course qui reste. Et puis après 3 tours, les 3 derniers tours, on termine la course. La chute de Dylan Ferrandis, en fait, il n'est pas tombé de très haut, mais il y avait de la vitesse. Et c'est vrai que moi, en tant que secouriste, j'ai quand même l'habitude de voir quand même pas mal de chutes. Et en fait, ça a vraiment... il est tombé sur la moto de Roxen, ça a pris sa moto sur le côté. Et en fait, ça a fait comme une gifle. Et c'est vraiment son crâne qui a pris tous les jets. Toute la force centrifuge était dans son crâne. Ça a tapé par terre. Et en fait, le problème, c'est qu'il était inconscient quand même pendant 3 minutes. Donc, grosse commotion cérébrale. Et c'est à cause de ça qu'ils ont arrêté la course parce qu'en fait, il bougeait complètement plus. Et un pilote qui bouge pas, forcément, on ne sait pas ce qu'il a. Moi, c'est un petit peu coup de gueule sur l'équipe médicale. À chaque fois, c'est pareil. En tant que secouriste, je trouve ça quand même vraiment léger de faire ça.
Et d'ailleurs, c'est ce qui avait valu. Il y avait eu le même cas pour Brian Moreau. Je ne sais pas si tu t'en souviens, c'était en 2018, il me semble, ou 2019. Ouais, Sur son accident, oui, mais je me souviens pas exactement. Et il avait chuté, il avait perdu connaissance, et il avait mal au dos. Et comme Dylan, on ne sait pas s'il a mal au dos ou pas, et ils le font relever, ils le font s'asseoir à chaque fois. Pourquoi ils ne le laissent pas allonger, ils ne le mettent pas sur une civière, sur un brancard, et ils l'évacuent en position allongée, quelqu'un qui vient de tomber, qui est inconscient, et vu qu'il est inconscient, on ne sait pas ce qu'il a. Donc vu qu'on ne sait pas ce qu'il a, il faut partir de la pire des possibilités. Donc pourquoi à chaque fois il le relève ? Il me semble d'ailleurs qu'il y avait eu une attaque en justice de la part de la famille de Brian Moreau, je ne sais pas où ça en est, contre l'Alpine Star Medical Team. Les manœuvres de secourisme sont un peu légères. Ils préfèrent libérer la piste au plus vite. Donc moi j'ai trouvé ça vraiment moyen de le lever, de le mettre sur ses jambes. Même si sans ses jambes il peut marcher, je trouve ça un peu léger. Ça prend pas longtemps de le mettre sur civière. Donc ça c'était le petit coup de gueule du secouriste de... Ah non mais tu soulèves un point vraiment intéressant, t'as complètement raison. Moi qui n'ai pas ton angle de vue et ton expérience face à ça, je te connais très bien personnellement et je sais ce que tu fais tous les jours parce qu'on se fréquente à la montagne et c'est vrai que t'as tout à fait raison. Là tu viens un peu de me mettre une claque en voyant ça parce que là je vois l'image en même temps de Dylan qui est à l'arrière du pick-up avec la Minerve et c'est vrai qu'il le relève, t'as complètement raison. Tu touches un point peut-être sensible de là où tu es, c'est hyper intéressant en effet. Ouais, je pense que ça sera vraiment un point, pourquoi pas, à discuter avec un autre médecin, un autre secouriste, faire un épisode du podcast. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez sur les réseaux sociaux, ça peut être sympa, mais voilà, Brian Moreau, Dylan Ferrandis, à chaque fois ils le relèvent. Enfin, nous, je veux dire, sur les pistes de ski, il y en a qui se mettent des chutes bien moins impressionnantes. Ouais, c'est clair. Et on les relève, voilà, sur une civière. Dans un matelas coquille, on les laisse allonger jusqu'à temps qu'il y ait la radio du centre médical, quoi. Tu peux pas prendre tous les risques, le relever et que en fait sa vertèbre elle était déjà fissurée, elle est à 2 doigts de lâcher, tu le relèves, hop, ça pète, plus de moelle épinière, fini, allez, au revoir, merci. Donc, ça c'est mention spéciale à notre Don Rizzo sur le snowpark qui fait des folies. Ah ouais, non mais ça c'est sûr que les risotades quand il se met un double backflip plateau. Les risotades dans SXUS, il y en a quand même pas mal de temps en temps. On le salue, je suis sûr qu'il nous écoute. Salut Antoine. Du coup voilà donc voilà, il y a eu cet arrêt de course et après cet arrêt de course, donc Sexton repartait 2 et au final Tomac, il a vraiment géré son coup. La capacité mentale qu'il a à se remettre dedans, mentale de folie. Et j'ai surtout trouvé aussi que Sexton, là où il perdait du temps, c'est dans la partie sable. Il s'acharnait à prendre l'intérieur, alors que Tomac, il la faisait plus en style outdoor à l'extérieur, en essayant de faire double dans les sables. Et Sexton, il faisait simple. On avait l'impression qu'il était à l'arrêt, à l'intérieur, dans la partie sable. Qu'est-ce que t'en as pensé ? Ouais, j'ai pensé aussi, je suis complètement d'accord avec toi, c'était plus smooth, tu vois, c'est typiquement le style de pilotage outdoor propre et fluide où on a l'impression de visu que ça pourrait être un peu moins vite et au final c'est des passages qui vont bien mieux même s'il fait un petit peu plus de chemin, la fluidité du geste et la régularité en termes de kilomètre-heure à l'extérieur était plus intéressante que ce que faisait donc Sexton à l'intérieur et puis ça s'est vu sur la généralité de la course. C'est ça, donc Eli Tomac qui reprend 7 points d'avance au total à Chase Sexton sur le championnat. Tomac 1, Sexton 2. Est-ce que tu penses qu'on peut s'attendre à la même bataille Tomac-Sexton tout le long de la saison comme on a eu en Outdoor 2022 ? Alors là, en l'état des choses, oui, je pense. Je pense que ça va être sur les prochaines courses comme ça. Je pense même que Sexton va peut-être hausser le ton sur une épreuve ou deux, mais la régularité, la force mentale de Tomac sont les atouts pour lui pour pouvoir gagner le championnat cette année. On l'a bien vu, il l'a eu à l'usure au final. Sexton, il était derrière, il avait une certaine vitesse dans certaines parties, il a pu se montrer et il y a quelques erreurs qu'il a pu faire dans le virage droite que tu disais juste après les hoops, là où il est passé super vite, tu l'as vu, là justement il a fait une erreur, il a perdu du terrain, il l'a grappillé, il l'a eu à l'usure en fait, Tomac. Exactement. On le sent solide sur tous les points en fait.
C'est ça. Je pense que ça va être quand même dur pour Sexton d'aller au bout de ce championnat. Après, voilà, on sait jamais de quoi la suite va être faite. Hein. Il reste quand même beaucoup d'épreuves. Mais c'est vrai que, comme tu dis, il l'a eu à l'usure parce que pour revenir et gagner cette épreuve, cette finale, après s'être fait dominer au chrono et s'être fait dominer en hit, pour revenir après le staggered start et dominer comme il l'a fait. Franchement, très beau boulot de Tomac. Je m'y attendais pas, je l'avais pas mis dans mes pronos. J'avais mis Sexton devant quand même. Donc je pense que on va avoir une belle bataille. Et puis après, je voulais parler d'Anderson qui termine 3e sur sa Kawa. Ouais, super. Voilà, belle course, mais est-ce qu'il n'est pas en train un peu de se faire lâcher comme en outdoor par les deux de devant, et tu sais, de faire tout le temps le meilleur pilote, à part Tomac et Sexton, le meilleur des autres. Est-ce que tu penses que ça va se jouer comme ça sur la suite du championnat ? Sur la suite du championnat, c'est difficile à dire parce que Anderson, c'est un pilote qui est différent, il a de l'expérience en fonction des pistes, etc. Maintenant, ce que je peux te dire sur cette finale, cette belle 3e place, c'est que en fait, je pense que c'est un pilote qui a eu la lucidité de se dire les deux extraterrestres, ils sont devant. Moi, j'assume une belle 3e place et il a eu cette intelligence, cette lucidité de tenir sa place. Et voilà, c'est pour moi une belle 3e place. Tu sais, c'est pas un opportuniste, c'est quelqu'un qui est réfléchi, qui a de l'expérience. Et du coup, on peut vraiment dire que c'est une belle 3e place. Ouais. Écoute, pour Anderson, 19 points de retard après cette 4e épreuve. Il en reste quand même beaucoup, donc à lui de continuer d'être régulier. Et puis voilà, comme on l'a dit, on ne sait pas ce qui peut se passer. Les deux devant peuvent s'accrocher. Il peut aller chercher des victoires. On connaît sa vitesse. Ça peut être assez intéressant de voir par la suite. Aaron Plessinger, qui termine à la 4e position. Belle performance sur sa KTM, qui était vraiment énervé, qui a doublé son coéquipier Cooper Webb, alors que sur les épreuves d'avant, Cooper Webb était extrêmement solide. C'est assez surprenant, Plessinger, sur certaines épreuves. Tu le vois à son style de pilotage, il est énervé et il a vraiment la vitesse. Ouais, c'est vrai, c'est un bon pilote, c'est un pilote qui est surprenant aussi parfois sur des circuits qui lui conviennent bien. Après, tu sais, il roule aussi sur une KTM, c'est une machine qui est une très bonne machine et qui parfois, en fonction du travail de l'équipe, peut changer la donne sur ton pilotage et donc ton résultat. C'est vrai. Écoute, on verra bien ce que ça donne par la suite. Cooper Webb 5e, Justin Barcia 6e, 7e place de Justin Cooper qui faisait sa première épreuve en 4,5 l'ancien en 2,5 Star Racing là qui passe chez Star Racing en 4,5. Il fera seulement quelques épreuves en 4,5, il fera pas tout le championnat. C'est un peu dommage parce que moi je l'aurais bien mis si j'ai été chez Star sur toutes les épreuves justement pour acquérir cette expérience en 4,5. On sait que c'est très différent du championnat 2,5 qui est scindé en deux. Là il y a vraiment tous les meilleurs. Il termine quand même 7e. Il a été régulier. Il a bien piloté le Justin. Ouais, complètement, je suis d'accord. Il a fait une très belle course aussi, ça fait plaisir à voir. Et par contre, à la 8e place, on a notre petit Ken Rogzen, assez invisible sur cette épreuve. On a vu qu'il y avait quand même un manque de vitesse ou alors des réglages qui étaient pas vraiment bien. Ouais, particulier. Rogzen qui s'est lancé dans un challenge incroyable et une opération presque comme, j'ai envie de te dire, en reroulant sur la Suzuki, la moto qui fait polémique, qui est un peu passée et c'est donc, je pense qu'ils sont sans cesse en train d'essayer de travailler sur cette machine et lui aussi, donc je trouve qu'il fait globalement le job, c'est impressionnant déjà ce qu'il fait et surtout à l'épreuve d'avant où tu vois il fait un podium, c'est remarquable quoi, donc c'est un très bon pilote. C'est vrai que pour l'instant, il fait le boulot, voilà, un peu en dedans sur cette épreuve. Et là où je te rejoins, c'est que c'est vrai que c'est quand même un peu une opération de communication. Disons qu'en fait, c'est là où il avait le moins à perdre en allant chez Suze, parce que s'il fait podium, on se dit « Ah bah, il fait podium sur une Suze, c'est vraiment une machine de guerre. » Et s'il fait 10e, et bah, les gens ils diront « Ah bah, il fait 10e, c'est parce qu'il est sur une Suze, quoi. » Tu vois ? Exactement, ouais, c'est exactement ça. Donc, il y a ça comme facteur et il y a pour lui le côté sentimental où l'histoire
à commencer sur une Suzuki et peut-être qu'il nous fait signe en roulant comme ça sur une jaune en disant voilà, ça va se terminer comme ça aussi. Ouais. Je sais pas. Je m'avance peut-être, mais en tout cas, ça y ressemble. C'est vrai, écoute, on sait pas. Après, c'est sûr qu'il commence à être âgé hein, pour un pilote de moto. C'est vrai que ça serait beau qu'il termine sa carrière sur cette Suze. Est-ce qu'après, il veut encore faire plein d'autres saisons à la Chad Reed Après, voilà. Pour moi, faut pas faire les saisons de trop. Faut savoir s'arrêter quand on sent qu'il y a le besoin de s'arrêter. Et puis surtout, financièrement parlant, il est surtout à l'abri depuis des lustres. Voilà, donc je pense que ne pas faire la saison de trop, ne pas se blesser, ça peut être assez intéressant. Ouais, ça c'est propre à chacun. C'est vraiment dans ce qui se passe dans ta vie, ton profil, ta santé, ton mental. Ça tient à tout ça en fait. Donc on verra. Ouais. Joey Savaggi qui fait 9ème. Joey Savaggi sur sa Kawa Rickware, donc Kawa privé avec beaucoup de pièces stock. Quand même, 9ème position, il nous montre qu'il s'est toujours roulé, Savaggi. Hein. Il était très bon, il était à 2 doigts de passer sur un championnat, une victoire de championnat en 2017, comme je l'ai dit en début d'épisode. Savaggi qui roule très bien. Cianciarulo top 10 sur la Kawa Factory aussi. Cianciarulo qui fait que des top 10 depuis le début. Voilà, faut qu'il se maintienne dans cette optique-là. Je pense que c'est pas mal. Il a loupé vraiment 1 milliard de courses à cause des blessures. Faut qu'il remonte petit à petit. Il manque quand même un peu de vitesse pour accrocher le top 5. Ouais, exactement. Tu vois, à la contre-eux, je m'attendais à le voir un peu plus devant, Cianciarulo, mais